Haïti. 8 millions d'habitants. Capitale, Port-au-Prince. 250 000 habitants en 1957. 2 millions en 2004. Espérance de vie, 50 ans. 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Analphabétisme, plus de 65%. Chômage, 70%. Langue officielle, créole et français. La police changeait de comportement, et bien l'île de gaz, elle tirait des rafales d'armes automatiques et manifestants à courir dans toute force, tout simplement parce que le zone est extrêmement dangereux. Est-ce que c'est l'autre, la police appelle pour agir comme ça, nous pas connaissons, mais d'un coup, après que c'est une pays, nous, un pile véhicule, climatisation privée, avec des hommes armés là, de lourdement armés. On s'était mobilisé pour, avec Aristide, réaliser à partir d'en bas, de cette mobilisation de la population, à partir d'en bas, parvenir à la construction de ce nouvel État. C'était une chance extraordinaire. Et on peut toujours critiquer nos illusions, mais de toute façon, au niveau collectif, national, existait cette espérance. Et voilà. C'est ce qui ne s'est pas fait. Ça a été encore un ratage. Ratage. L'histoire d'Haïti est-elle un éternel recommencement? Gonaïves, berceau de l'indépendance, est une fois de plus en rupture avec Port-au-Prince. L'hôte du palais présidentiel résistera-t-il à cette insurrection? Tous les leaders haïtiens qui ont passé à la tête de ce pays veulent garder le pouvoir. On est arrivé là, on jouit de tous les privilèges, on veut rester. Nous avons toute la protection de la population pour demander à Aristide de partir. De partir, sinon, nous allons faire la guerre. Le palais national, c'est le symbole du pouvoir autocratique. Je dis, ce palais national, c'est véritablement le tombeau de la démocratie. Si on lit toutes les constitutions que ce pays a connues, eh bien, dans ces constitutions, à lire les constitutions, quelqu'un qui ne connaît pas Haïti se dit « Mais attention, c'est un pays démocratique ». Mais ce qui se passe, il y a une incapacité d'appliquer et de rendre possible, de matérialiser cette écriture juridique dans les pratiques politiques. Si bien qu'il y a un régime qui fonctionne à deux vitesses. Il y a ce régime politique inscrit dans les écritures et il y a ce régime politique inscrit dans sa pratique. Et la pratique s'éloigne de plus en plus de l'écriture. Haïti est né et a été perçu au départ comme un défi, une anomalie et une menace par les puissances esclavagistes et colonialistes de l'époque. Et elle s'était comme donné un mot. Haïti, l'expérience haïtienne ne devait pas réussir. Et ceci, pour que ce ne soit pas un mauvais exemple. C'est ainsi donc que, premièrement, nous avons eu du mal à faire reconnaître notre indépendance. Nous avons payé un prix fort. Après le prix du sang, ça a été l'argent. Dessalines a été proclamé gouverneur à vie par acclamation. Il n'y a pas eu d'élection, mais par acclamation. La foule sur la place d'armes des Gonaïves, le 1er janvier 1804, confie son destin à Dessalines. Et le Conseil d'État formé des généraux reconnaît en Dessalines l'incarnation de ce pouvoir. Et on confie à Dessalines le destin. Et le Conseil d'État est d'accord aussi. Alors, il n'y a pas de désaccord. Mais maintenant, cette logique du chef survivra à Dessalines. En 1804, nous avons créé un État contre la France qui symbolisait le retour à l'esclavage. Mais ce qui est arrivé, c'est que les pères fondateurs, en créant un État, ils n'ont pas créé ce qu'on peut appeler un projet unitaire. Oui, il y a une unité pour chasser la France.
pour empêcher le retour à l'esclavage. Mais après, ils ont pris le pouvoir pour remplacer les colons. Et à partir de ce moment-là, ils ont créé une société basée sur l'exclusion. Et c'est cette exclusion de l'un par rapport à l'autre, des uns par rapport aux autres, qui va traverser toute notre histoire. Et tout le 19e siècle haïtien, donc, sera une longue bataille. Le pays a été créé par l'armée, certainement appuyé par les masses, etc. Mais c'est l'armée qui a fait l'indépendance. Et les généraux vont se battre entre eux par la suite pour que chacun puisse avoir sa part de pouvoir ou bien son tour de pouvoir. Cette armée confisque la souveraineté, c'est-à-dire se fait elle-même le représentant de la collectivité. Et sur cette base va se développer pendant tout le 19e siècle la seule institution, l'institution militaire, qui va tendre, bien qu'il va exister des députés, etc., mais tous, le personnel politique va tous s'identifier avec l'armée, ils sont tous des généraux. Vrai, les grands personnages politiques sont d'abord de grands personnages militaires. Dessalines, Christophe, Pétion, Faustin Ier. Les dictatures, les assassinats politiques se succèdent, tandis que les révoltes s'enchaînent. La République est rétablie en 1859 par Nicolas Fabre-Geffrard. Mais l'oligarchie en place refuse la modernisation. La paupérisation s'installe. Les cacos, révolutionnaires de la paysannerie noire, entrent en lutte contre l'aristocratie mulâtre. Les cacos vont jouer un rôle important dans l'histoire politique de ce pays jusqu'à l'occupation américaine et pendant les premières années de l'occupation américaine. 3 étapes dans ce mouvement caco. Le premier qui date des années 1867, justement, avec Sylvain Salnave, jusqu'à 1915, est un mouvement dont le moteur, dont le gros des troupes, est composé de paysans du nord-est du pays, frontaliers avec la République dominicaine. Et donc, le gros des troupes composées de paysans du nord-est du pays est encadré par des grands propriétaires fonciers de la région qui leur promettent monts et merveilles si le gouvernement de Port-au-Prince est destitué. Autrement dit, ce sont les cacos qui partent du nord-est, les propriétaires fonciers généraux, les armants, pour arriver à la capitale, pour renverser le gouvernement en place. L'hostilité entre l'aristocratie mulâtre et la paysannerie noire plonge le pays dans la violence. Prétextant de ce chaos, le 28 juillet 1915, les Marines américains débarquent sur Haïti. Ils s'emparent de Port-au-Prince et noient dans le sang la résistance des cacos. Un protectorat de fait se met en place. Seuls les Noirs résistent. Le fossé entre Noirs et mulâtres se creuse. Sous la pression de l'occupant, une nouvelle constitution est proclamée. L'armée de l'indépendance est dissoute au profit d'une armée américanisée au service du nouveau régime. L'occupation américaine va bouleverser totalement les structures de ce pays et ce qu'on appelle la fédération des provinces. La fédération des provinces s'effondre sous les coups de boutoir de l'occupation américaine et cela conduit à la République de Port-au-Prince. Et qui explique un pouvoir comme celui des Duvalier et qui explique surtout ce pouvoir, le pouvoir des Lavalas. Parce que ce type de pouvoir, c'est des pouvoirs à caractère urbain. On n'a pas assez souligné. L'occupation américaine n'a pas établi un système démocratique. Au contraire, le haut-commissaire est un fonctionnaire, le haut-commissaire, le général américain, c'est lui qui décide. Donc c'est un système bicéphale où le haut-commissaire décide et le président avalise ce que le haut-commissaire a déjà décidé. Donc, dans ces conditions, quand l'occupation s'en va, il n'y a plus de haut-commissaire, il reste l'ambassadeur, mais il reste le président qui concentre entre ses mains tous les pouvoirs et qui a d'immenses moyens. Donc voilà, une stabilité relative, je dis en ce sens, le XXe siècle peut paraître pour l'observateur, comme on l'avait dit, plus
stable que le 19e, mais c'est la stabilité du système antidémocratique. Autour des CACO, la résistance s'organise à travers tout le territoire. Haïti, pour la seconde fois dans son histoire, obtient le départ de l'armée d'occupation. Les derniers Marines quittent Haïti en 1934. Au président Sténio Vincent, choisi par les États-Unis, succède Élie Lescaut, remplacé à son tour par un triumvirat militaire. Premier président noir élu de l'occupation, Dumarsais estimé exerce à son tour un pouvoir despotique. Déposé en 1950, il laisse sa place au colonel Paul Magloire, qui tombe 6 ans plus tard, en 1956. François Duvalier disait en son temps, après l'occupation américaine, bien entendu à l'époque de Duvalier, les coups d'État ne viennent jamais de la rue, mais du palais. Après l'occupation américaine, ce sera vrai. Ça peut se vérifier. Mais avant l'occupation américaine, les renversements de pouvoir venaient des provinces. Il ne faut pas tomber dans un piège raciste ou condescendant d'une sorte d'exceptionnalité d'Haïti. Il y a une exceptionnalité d'Haïti dans l'histoire d'Haïti, ça il faut en tenir compte. Mais justement, ce qu'Haïti a fait d'exceptionnel et d'exemplaire n'est pas pour maintenir Haïti dans quelque chose d'exceptionnel, c'est au contraire pour entrer Haïti dans la modernité. Dans la modernité, et je dis dans la démocratie parce que j'ai pas d'autre mot, c'est un terme un peu galvaudé, et je pense que ceux qui nous regardent de l'étranger, c'est cela qu'ils doivent se mettre en tête. Moi, je souffre beaucoup quand je vois des gens dire « Bon, mais vous savez, c'est un pays difficile, pourquoi est-ce qu'ils ne s'accommodent pas de leur dictateur ?» On dirait que ce pays ne serait pas né pour la démocratie. Ou alors, est-ce que c'est parce que c'est des Noirs? Encore, ils vous disent « Bon, vous vous entretuez ». Moi, quand j'entends un journaliste étranger dire « Vous vous entretuez », je dis « Mais quelle horreur, on ne s'entretue pas. Il y a un pouvoir qui tue la population, on ne s'entretue pas. » Moi, je pense que c'est ce regard, il faut changer le regard, je dirais, du monde sur ce pays. C'est un pays qui a une histoire exceptionnelle dans ce qu'il a pu montrer de courage et dans l'exemple qu'il a pu donner à un certain moment de l'histoire de l'humanité. Donc il a une entrée exceptionnelle dans la modernité. Maintenant, il ne faut pas le condamner au nom de cette entrée exceptionnelle dans la modernité à ne pas pouvoir entrer dans la modernité d'aujourd'hui. Il faut que les gens qui nous regardent, quand ils nous entendent dire « il faut des changements en Haïti », il faut qu'ils comprennent qu'on demande exactement la même chose que ce qu'eux, ils demandent. Et qu'il y a des choses qui se passent ici, qui sont inacceptables ailleurs, donc inacceptables ici. Le problème de la sortie réelle de l'esclavage demeure un problème à l'ordre du jour en Haïti, dans la mesure où les paysans haïtiens, ou l'ensemble des Haïtiens vivant sur le territoire haïtien n'est pas considéré réellement comme des citoyens. Autrement dit, après le mouvement de libération qui a amené l'indépendance, il reste le problème de l'institutionnalisation de la liberté et de l'égalité de tous les Haïtiens devant la loi. Dans les années 54, 55, 56, 57, Port-au-Prince était une ville de 150 000 personnes. Aujourd'hui, il y a 2 millions. Pourquoi? Parce qu'il y a un exode rural massif qui a commencé depuis 50 ans. Deuxièmement, il y a une utilisation, je dirais, démagogique et méchante par le duvalierisme de chez gens. Lors des grandes fêtes du régime, il les envoyait chercher en masse dans les campagnes, par camion. Il les déversait devant le palais national pour que Duvalier montre au monde qu'il est un président populaire. C'est le même souci chez Aristide aussi, le nombre. Les gens arrivaient, pour la première fois à la capitale, ils étaient complètement perdus. On leur donnait un pactole, le macoute les intimidait, et leur disait quand applaudir le président quand il parlait. Et quand le président avait fini de parler, et que les caméras de la télévision étrangère voyaient cette foule immense, ils disaient à Duvalier, on dirait qu'il est vraiment populaire. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ces gens étaient laissés sur le parvis. Maintenant, on les orientait dans les ravins. Autour de Port-au-Prince, ils ont commencé à grandir le début de bidonville. Un début insignifiant qu'il y avait dans les années 50. Ils ont commencé à l'agrandir. Et c'est dans ce monde-là, au chômage, que Duvalier a commencé à recruter surtout ses macoutes de la milieu populaire
Il s'est servi de ce monde comme force d'intimidation contre l'armée, contre les secteurs sociaux, contre tous ses opposants, que vous soyez des masses populaires, des classes moyennes ou du peuple, disait hey, attention, hein, je peux envoyer ces gens contre vous. On dirait une véritable armée d'occupation dans la capitale, considérée comme, dans l'esprit de Duvalier, comme la cité-État. C'est là qu'est le pouvoir. Duvalier disait toujours, prenez le cap si vous voulez, je m'en fous. Je vous attends devant le palais, parce que c'est là qu'est le pouvoir. Après la chute de Magloire, les élections de 1957 désignent un noiriste à la présidence d'Haïti. François Duvalier, dit Papa Doc, entre au palais. Se prétendant être le grand défenseur de la majorité noire, il neutralise ou élimine la classe politique, majoritairement mulâtre. Secondé par les tristement célèbres Tonton Macoute, il décapite l'armée, prend le contrôle de la justice, de l'église, de la presse et de toute la population. Grâce à un discours populiste, en 1961, il se fait réélire pour immédiatement s'octroyer le statut de président à vie. Climat de terreur, arbitraire, expulsion, torture, exécution sommaire perpétrée au nom de l'ordre public seront les principaux outils d'un pouvoir tyrannique qu'il exercera jusqu'à sa mort. Il faut essayer de comprendre Duvalier à deux paliers. Il y a d'abord l'historien chez lui. Il y a l'ethnologue. Et ça forme un amalgame et qui explique ou qui éclaire théoriquement son totalitarisme. Duvalier est un homme du passé. Il lit la société haïtienne à travers les codes du passé. François Duvalier, qui était un ethnologue, un médecin ethnologue, a su utiliser, on peut dire intelligemment, le vaudou, tout l'imaginaire vaudou en tout cas, pour asseoir sa dictature pendant de très longues années. Il est resté ainsi 30 ans au pouvoir. Et on ne peut pas dire que sous Duvalier, le vaudou était vraiment mis en honneur, mais puisqu'il était encore pénalisé, mais il a eu la tendance à organiser de véritables cérémonies vaudou chaque fois qu'il y avait un problème particulier. Les officiels étaient obligés de participer à ces cérémonies vaudou. François, c'était un homme mystérieux. Et c'était quelqu'un vraiment de grande valeur. Et même par rapport en ce qui a trait au point de vue mystique, François était un grand citoyen. Duvalier a essayé, évidemment, de faire un emploi massif de l'imaginaire vaudou, surtout, et on l'accusait surtout d'utiliser les aspects magiques, les aspects sorcellaires du vaudou, c'est-à-dire ce qui fait peur le plus et qui en poussait les fidèles un peu à se résigner face à son pouvoir qu'ils considéraient comme ayant une source maléfique. Ce n'est pas une dictature ordinaire. C'est totalitaire parce que c'est un contrôle absolu du pouvoir et surtout, toutes les couches sociales sont frappées. Maintenant, il nous faudrait avoir un régime fort. Un second François Duvalier, renouveau. Il nous faudrait avoir quelqu'un comme François Duvalier. En Haïti, on a toujours eu des individualités monstrueuses. C'est un pays qui a favorisé l'individualisme sans jamais donner l'espace nécessaire à l'individualité. Pour moi, François Duvalier et Jean-Bertrand Aristide sont des exemples parfaits de cette individualité monstrueuse que produit Haïti. Voilà des gens qui posent leur individualité dans une relation de destruction de leur propre communauté, dans une relation d'hostilité avec cette communauté parce qu'ils pensent, et ils ont peut-être raison, ils pensent que cette communauté ne peut pas leur assurer une individualité tranquille. Après la mort du président dictateur François Duvalier en 1971, son fils, Jean-Claude, dit Bébé Doc, hérite de la présidence et prend ses quartiers au Palais National. Il a tout juste 19 ans. Sa jeunesse, sa timidité, sa discrétion donnent de lui une image presque rassurante. Les Haïtiens auraient voulu croire en l'avènement
d'un régime plus souple, plus libéral. Est-ce que vous allez conserver l'idée de faire des élections l'an prochain? Il n'y a jamais été question d'organiser d'élections. Pas d'élections. Et vous êtes président à vie. La terreur entretenue par les durs du régime, toujours en place, et par les tontons macoutes toujours aussi redoutables, redonne très vite au régime son vrai visage, celui d'une dictature qui tue, qui expulse, et que rien ne semble pouvoir faire tomber. Il y a eu beaucoup d'intellectuels qui ont été expulsés par Duvalier. Beaucoup de syndicalistes, d'intellectuels, d'hommes politiques. Donc, il n'y avait pas tellement d'intellectuels dans le pays. Et c'est l'Église qui a comblé ce vide. Donc, autrement dit, à partir des années 80, l'Église a joué le rôle d'intellectuel un peu des masses populaires. On était presque les seuls à avoir accès facilement aux médias. Parce qu'il y a plusieurs organes de presse qui ont été fermés par Duvalier, par Jean-Claude Duvalier. Donc les journalistes n'étaient presque pas présents dans le pays. Donc l'Église a joué une fonction intellectuelle de la société, une fonction aussi de journaliste. Himmler Rébu a bien connu le duvalierisme. Ancien colonel de l'armée haïtienne aujourd'hui dissoute, il a été sélectionné par François Duvalier pour devenir militaire, alors qu'il n'était encore qu'un jeune lycéen. Noir, bon élève et de famille modeste, Duvalier avait décidé d'en faire un des futurs cadres d'une armée nouvelle qui servirait le noirisme et qui serait fidèle à son régime. Promu officier supérieur sous Jean-Claude Duvalier, Himmler Rébu a été son professeur d'éducation physique. Il garde de lui un bon souvenir. Sous Jean-Claude, une ambiance relax, presque bon enfant. Le président qui, le matin, allait à son bureau, faisait son travail de bureau. L'après-midi, qui sortait, flânait dans Port-au-Prince. Il sortait presque tous les soirs, il allait au restaurant. En fin de semaine, il allait ou bien à la chasse ou bien à la mer. Et sa plage était connue, il y avait beaucoup de voisins à proximité, les gens qui allaient aux plages privées publiques. Qui fréquentaient le même espace, il n'y avait pas de problème. Tout le monde savait que le président, presque tous les soirs, allait ou bien au Petit Rocher ou bien chez ses beaux-parents dîner. Et il était dans les rues tous les soirs, c'est pourquoi les rues étaient toujours bien entretenues. Parce qu'on ne savait jamais quel parcours il allait prendre et le ministre du Travail public avait toujours du pain sur la planche et les rues étaient toujours propres, toujours bien entretenues. Il n'y avait pas de problème. Pourtant, la petite histoire des aventures citadines du président haïtien cache une autre réalité. Le peuple a faim. Il crie sa colère. Le pouvoir n'hésite pas à tuer. L'Église, jusqu'alors légaliste, se déclare solidaire du mouvement populaire. Le Vatican dénonce les accords qui donnaient à la présidence haïtienne le privilège de nommer les évêques. En mars 1983, le voyage du pape à Port-au-Prince sera une étape décisive dans le processus qui conduira à la chute de la dictature. Le discours papal incite les Haïtiens à se regrouper, s'organiser. Il demande en son nom la liberté de se réunir, la liberté d'expression, la justice, le respect des droits humains, le partage des richesses et l'égalité pour tous. Il faut que quelque chose change dans ce pays, le pape l'a dit. Donc ça a donné un élan énorme à tout ce mouvement de l'Église et vraiment ça a apporté quelque chose de positif dans cette lutte contre la dictature et contre Duvalier. La petite église, avec en particulier un jeune prêtre du nom de Jean-Bertrand Aristide, entre désormais dans une opposition ouverte et milite pour le départ de Jean-Claude Duvalier. Fin 1985, Gonaïve, la rebelle, une nouvelle fois se révolte. L'armée et les tontons macoutes réagissent avec violence. La présidence chancelle. Je crois que Jean-Claude Duvalier est parti parce que les Américains le lui ont demandé et parce que aussi, je pense que Michel Bennett a joué un rôle important dans le départ de Jean-Claude. Car quand même, Michel était ce qu'elle était. Elle avait l'histoire qu'elle avait avant d'arriver au palais présidentiel. C'était bien sûr une femme d'origine riche, si vous voulez, une mulâtresse qui avait commencé à s'ennuyer de devoir en permanence rester au palais national, qui se prenait pour une riche d'entre les riches à travers le monde et qui voulait se payer du bon temps, jouir, profiter de son argent et de sa jeunesse aussi. Donc je crois que ça a été un facteur déterminant. 28 novembre 1985, 3 enfants sont tués au Gonaïve.
pour la communauté internationale, pour les Américains, ce sont 3 assassinats de trop. Duvalier peut lancer de l'argent à la foule depuis sa berline. Sa chute est désormais inéluctable. Robert Constant, commissaire du gouvernement Duvalier au Gonaïves, a vécu ces événements. Gonaïves, c'est une ville frondeuse par excellence. Un banal fait a amené la population des Gonaïves à se révolter. J'étais commissaire du gouvernement. On est venu me dire que les enfants ont gagné les rues, des militaires, des miliciens, devant le collège Immaculée Conception, ont eu à faire feu, et puis on a eu, un enfant est tombé. Par la suite, on a eu à tuer un autre élève en face du collège dans une cour, et puis sur la route, conduisant au collège, on a tué un autre encore, donc 3 enfants qui répondaient au nom de Jean-Aubert Sius, celui qui est au collège, celui qui était au collège Immaculée Conception, Mackinson Michel et puis Daniel Israël. D'après moi, la balle s'est dirigée sur les étudiants. C'est à partir de cet événement-là que la crise, la fronde contre Jean-Claude Duvalier a pris une ampleur. Quelques semaines après ce drame, le 7 février 1986, Jean-Claude Duvalier et sa famille prennent la fuite vers la France dans un avion militaire américain. Désirant entrer dans l'histoire, la tête haute, la conscience tranquille, j'ai décidé de passer ce soir le destin de la nation et le pouvoir aux forces armées d'Haïti en souhaitant que cette décision permette une issue pacifique et rapide à la crise actuelle. Haïti est en fête. Haïti espère. Le conseil de gouvernement à majorité duvalieriste est présidé par le général Nanfi. Quelques mois plus tard, Leslie Maniga, ancien ministre duvalieriste tombé en disgrâce et exilé par les Duvalier, est élu à la présidence. Il est déposé 4 mois plus tard par un coup d'État militaire. Ce qui a donné une intensité dramatique à l'affaire, c'est que véritablement, je n'ai eu que 4 mois et demi. C'est-à-dire, entre l'élection, qui fut un grand moment d'optimisme et d'espérance, et la chute, qui fut un moment dramatique où nous avons failli perdre la vie. C'est évident, il n'y a pas de doute. C'est une chance extraordinaire qu'il n'y a pas eu un incident qui aurait amené les militaires à purement simplement nous tuer. Comme par exemple, après l'assaut de ma maison, l'assaut armé avec tanks, etc. C'est clair que quand nous sommes descendus dans la cour, c'était un moment où presque nous tous, nous avions la certitude qu'on allait être tués. Je donne la plus formelle garantie que toutes les conquêtes du 7 février 1986... Le général Nanfi, nouveau locataire putschiste du Palais national, est à son tour chassé par un autre militaire, le général Prosper Avril, lui-même contraint à la démission en avril 1990. Madame Herta Trouillot, juriste, est alors choisie pour présider un conseil national de gouvernement. Elle organisera des élections générales. Dès le début de la campagne électorale, le jeune prêtre Jean-Bertrand Aristide apparaît comme le grand favori. Il est élu triomphalement en décembre 1990. Il sera renversé 7 mois plus tard par le général Raoul Cédras. Les 2 années du régime Cédras font des milliers de victimes. Aristide, reçu à l'ONU, est en réserve. Cédras, pour les Américains, n'est plus présentable. Il négocie et organise son départ. En 1994, Aristide revient dans les valises du président Clinton sous les ovations du petit peuple haïtien. Il finit son premier mandat, fait élire pour 5 ans son homme de confiance René Préval, jusqu'à son propre retour au pouvoir en l'an 2000. Au moment du retour d'Aristide, même si ce retour se fait avec les troupes étrangères, Aristide avait une chance extraordinaire, beaucoup plus d'ailleurs qu'en 1990. Si effectivement en 1990 il avait beaucoup plus d'autonomie par rapport à la puissance impériale, et qu'en 1994, au moment de son retour, il ne bénéficie plus de cette marge, ou sa marge d'autonomie se trouve considérablement réduite, mais au moins en 1994, il y a 2 événements. La puissance impériale reconnaît
la validité du vote populaire et retourne Aristide, premièrement. Deuxièmement, la puissance impériale essaye d'aménager une alliance entre les secteurs de la population, les secteurs de la société qui étaient hostiles à Aristide, particulièrement les secteurs des couches dominantes, pas vrai, hostiles à Aristide, essaye d'organiser une réconciliation. À ce moment-là, un chef d'État ayant un certain sens de l'État aurait pu en profiter pour effectivement construire cet état de droit. Mais précisément, c'est ce qui ne s'est pas fait. Aristide a beaucoup plus pensé à la conservation du pouvoir pour lui, du pouvoir personnel. C'est-à-dire qu'il a fait, par un cheminement extraordinaire, il est revenu à l'ancien système, à l'autocratisme présidentiel. La misère est un vivier pour les démagogues et pour les tyrans. Ils utilisent, c'est un puits. Dans ce puits de misère et d'ignorance, ils vont puiser des enfants de 12-13 ans, leur donner une arme en main et leur dire « si tu tues un tel, je te paie ». Et c'est ce qu'ils font. Et c'est Duvalier qui a inauguré vraiment cette affaire. Président Aristide, avant votre nomination comme président, vous défendiez avec tant d'acharnement les droits humains, le droit à la vie. Comment pouvez-vous accepter aujourd'hui que l'on tue impunément dans ce pays? Et c'est le gros problème. Et pour cela, pour que ce changement se fasse, je disais, il faut une conversion, il faut une éducation à la démocratie, à la justice, et il faut des institutions, que des institutions soient mises en place. D'abord, avant tout, la justice, les tribunaux, et que l'on arrive à une séparation de l'exécutif et du judiciaire. Il le faut absolument. Autrement, on n'ira nulle part. Les gens continueront à tuer et ils savent qu'ils ne seront pas punis. Prenons Jean-Dominique. Et je dirais pas plus proche de moi parce que Jean était très proche, mais un collègue, le père Jean-Marie Vincent ou le père Jean-Pierre Louis, tué et aucune justice. L'enquête se poursuit, comme on dit en Haïti. C'est une société qui n'a pas offert à ses membres la possibilité de dire « je vais me créer, je vais me construire autrement ». Ce qui, à mon avis, est un élément fondamental de la modernité démocratique. Ce pays ne permet pas de se rêver autrement.